Saviez-vous qu'il existe des formes de vie capables de prospérer à des températures dépassant le point d'ébullition de l'eau, sous des pressions équivalentes à un éléphant debout sur votre pouce ou dans des environnements si acides qu'ils dissolvent les métaux? La Terre est un laboratoire vivant, une planète où la vie, dans ses formes les plus résilientes et étonnantes, non seulement existe, mais s'épanouit dans les recoins les plus inhospitaliers. Ce sont les 10 environnements extrêmes où la vie défie, de manière impressionnante, toutes les limites connues. Explorer ces lieux n'est pas seulement un voyage vers l'inconnu sur notre propre planète, c'est une fenêtre sur ce qui pourrait être possible au-delà, dans des mondes lointains. Comprendre comment ces créatures, connues sous le nom d'extrémophiles, survivent et prospèrent nous offre une perspective totalement nouvelle sur la résilience biologique et les conditions minimales pour l'existence. Nous commençons notre parcours au premier de ces 10 points, les fosses océaniques profondes. Ces dépressions abyssales, comme la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique, atteignent des profondeurs dépassant les 11 000 mètres. Pour mettre cela en contexte, c'est plus profond que la hauteur du mont Everest. À ces profondeurs, la pression hydrostatique est colossale, dépassant les 1100 atmosphères. Cela signifie que chaque centimètre carré d'un organisme supporte une pression d'environ 1100 kg ou le poids d'une petite voiture. La température est glaciale, oscillant entre 1 et 4 degrés Celsius, et l'absence totale de lumière solaire crée une obscurité perpétuelle. Malgré ces conditions apparemment insupportables, la vie a trouvé le moyen de prospérer. Les organismes qui habitent ces profondeurs sont connus sous le nom de barophiles ou piésophiles, adaptés à la haute pression. Ils ont développé des membranes cellulaires et des protéines uniques qui fonctionnent sous ces forces écrasantes, les empêchant de se dénaturer ou de s'effondrer. Un exemple fascinant est le poisson limace Hadal, qui a été aperçu dans la fosse des Mariannes à des profondeurs de plus de 8000 mètres. Ce poisson, translucide et doté d'une structure osseuse incroyablement flexible, est dépourvu de vessie natatoire, ce qui lui permet de supporter la pression sans exploser. Son corps mou et gélatineux est une adaptation clé. Un autre habitant surprenant est l'amphipode, un petit crustacé qui se nourrit de la faible matière organique qui descend de la surface. Ces organismes possèdent une forte concentration d'oxyde de triméthylamine, une molécule qui stabilise les protéines sous pression extrême. De plus, à ces profondeurs, des communautés microbiennes ont été découvertes qui vivent de la chimiosynthèse, utilisant des composés chimiques des roches et de l'eau au lieu de la lumière solaire pour obtenir de l'énergie. Les recherches dans ces écosystèmes ne révèlent pas seulement l'étonnante adaptabilité de la vie, mais nous donnent aussi des indices sur les origines de la vie sur Terre et la possibilité d'en trouver sur des lunes océaniques comme Europe ou Encelade. La vie ici est lente mais persistante, un témoignage de la ténacité de la nature. Notre deuxième point nous emmène vers un contraste thermique absolu, les volcans et sources hydrothermales sous-marins. Dans les profondeurs océaniques, le long des dorsales océaniques, là où les plaques tectoniques s'écartent, l'eau de mer s'infiltre dans la croûte terrestre, est chauffée à des températures extrêmes par le magma, puis est expulsée par des ouvertures appelées cheminées hydrothermales. Ces fumeurs noirs peuvent libérer des fluides à des températures dépassant 400 degrés Celsius, une température à laquelle l'eau ne bout pas en raison de l'immense pression de l'océan. Ces fluides sont riches en sulfure d'hydrogène et en d'autres minéraux. Dans cet environnement infernal, la vie non seulement survit, mais elle pullule. Les organismes dominants sont les bactéries et archées hyperthermophiles, qui prospèrent à des températures supérieures à 80 degrés Celsius, certaines même à plus de 121 degrés Celsius. Un exemple paradigmatique est l'espèce Pyrolobus fumari, une archée qui se développe à 250 degrés Celsius, la température la plus élevée enregistrée pour un organisme vivant. Ces créatures ont développé des enzymes et des protéines thermostables qui ne se dénaturent pas sous la chaleur extrême. Leur métabolisme est basé sur la chimiosynthèse, utilisant l'énergie des réactions chimiques entre les composés du fluide hydrothermal et l'oxygène dissous dans eau de mer. Autour de ces cheminées se forment des écosystèmes denses et complexes, complètement indépendants de la lumière solaire. Des exemples emblématiques sont les vers tubicoles géants, tels que Riftia pachyptila, qui peuvent atteindre 2 mètres de long et n'ont ni bouche ni système digestif. Ils vivent en symbiose avec des bactéries chimiosynthétiques à l'intérieur d'eux qui transforment le sulfure d'hydrogène en nutriments. On trouve également des crevettes aveugles, des crabes, des palourdes géantes et des anémones, tous adaptés à l'obscurité, à la pression et aux produits chimiques toxiques.
Ces communautés hydrothermales sont de véritables oasis de vie au fond des mers, offrant une vision de la façon dont la vie aurait pu émerger sur la Terre primitive ou persister sur des planètes sans lumière stellaire, alimentées par l'énergie géothermique interne. Le troisième environnement extrême nous emmène au pôle opposé du spectre thermique, les déserts polaires. Les vallées sèches de McMurdo en Antarctique, par exemple, sont considérées comme l'un des endroits les plus secs et les plus froids de la planète. Les températures moyennes annuelles avoisinent les 20 degrés Celsius en dessous de zéro, pouvant descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius en hiver. La précipitation annuelle est minimale, l'air est extrêmement sec et les vents katabatiques balayent constamment le peu de neige. Malgré cela, ce sont des laboratoires naturels pour étudier la vie dans des conditions limites. La vie ici s'accroche à n'importe quelle niche protégée. Des communautés microbiennes endolithiques ont été découvertes, c'est-à-dire qui vivent à l'intérieur des fissures des roches, protégées du vent, du froid extrême et du rayonnement ultraviolet. Ces cyanobactéries, algues et champignons survivent en utilisant le peu d'humidité qui se condense à l'intérieur de la roche et la lumière qui s'infiltre. On trouve également des lichens et des mousses qui ont développé une tolérance étonnante à la dessiccation et au froid. Ils peuvent se déshydrater presque complètement et entrer dans un état d'animation suspendue, reprenant vie lorsque les conditions s'améliorent, même minimalement. Un cas fascinant est celui des tardigrades, connus populairement sous le nom d'oursons d'eau. Ces invertébrés microscopiques sont les champions incontestés de la survie. Ils peuvent résister à des températures proches du zéro absolu, à la chaleur bouillante de plus de 150 degrés Celsius, à un rayonnement ionisant 1000 fois supérieur à la dose létale pour l'homme, au vide spatial et à une déshydratation extrême pendant des décennies. Ils entrent dans un état de cryptobiose, formant un thune ou tonneau sec, où leur métabolisme est réduit à des niveaux quasi indétectables. Lorsque l'eau revient, ils se réhydratent et reprennent leur vie. La capacité de la vie à persister dans ces déserts glacés est un rappel de la ténacité inhérente au système biologique, nous forçant à réévaluer ce qu'il faut pour l'existence. Notre quatrième destination est encore plus énigmatique, les lacs subglaciaires. Sous des kilomètres de glace antarctique, il existe des corps d'eau liquide qui ont été isolés de l'atmosphère terrestre pendant des millions d'années. Le lac Vostok est le plus grand et le plus célèbre, couvert par près de 4000 mètres de glace. Malgré la pression massive de la glace et l'absence de lumière solaire, l'eau reste liquide en raison de la chaleur géothermique de l'intérieur de la Terre et de l'effet isolant de la glace sous-jacente. La découverte de ces lacs profonds a ouvert une nouvelle frontière en astrobiologie, car ils sont considérés comme des analogues à des possibles océans subsurface sur des lunes glacées de notre système solaire, comme Europe ou Encelade. Les échantillons de glace forés juste au-dessus du lac Vostok ont révélé la présence de bactéries et d'archées avec des génomes uniques, ce qui suggère une écologie complètement isolée et évoluée. En 2013, des scientifiques russes ont réussi à forer la glace et à atteindre le lac en extrayant des échantillons d'eau qui ont confirmé la présence d'une diversité microbienne unique. La vie dans le lac Vostok et dans d'autres lacs subglaciaires a évolué dans un environnement extrême d'isolement total, sans interaction avec la surface terrestre pendant des éons. Ces micro-organismes survivent avec des quantités extrêmement faibles d'énergie en métabolisant peut-être des minéraux dissous dans l'eau ou d'anciens composés organiques. Leur étude pourrait révéler des mécanismes de survie énergétique impensables dans des environnements plus cléments. La capacité de ces micro-organismes à subsister dans un écosystème complètement fermé et sans lumière solaire directe est une preuve vivante de l'adaptabilité de la vie. Et leur existence soulève des questions fondamentales sur la dispersion et l'évolution de la vie sur notre propre planète et au-delà. Le cinquième environnement extrême nous mène à un type différent de dessiccation, les déserts hypersalins. Des lieux comme le salar d'Atacama au Chili ou la mer Morte au Moyen-Orient sont des exemples de lacs ou salars avec des concentrations de sel bien supérieures à celles de l'océan. Le salar d'Atacama, par exemple, abrite des saumures avec une salinité allant jusqu'à 30%. Tandis que l'eau de mer contient environ 3,5% de sel. Ces conditions sont létales pour la plupart des organismes, car la concentration élevée de sel extrait l'eau des cellules par osmose, provoquant la déshydratation et la précipitation des protéines essentielles. Cependant, ces environnements abritent des halophiles, des amateurs de sel. La plupart d'entre eux sont des archées et des bactéries, bien que l'on trouve également quelques algues, des champignons et même des crustacés spécialisés, comme l'Artemia salina, également connue sous le nom de crevette saumâtre. Les haloarchées, par exemple, possèdent des mécanismes étonnants pour survivre.
Elles accumulent des solutés compatibles comme le glycérol ou l'ectoïne à l'intérieur de leurs cellules pour équilibrer la pression osmotique avec l'extérieur, ou elles pompent des ions potassium à l'intérieur de leurs cellules pour égaliser la salinité externe. Certaines possèdent même des membranes avec des pigments rougeâtres, comme la bactériorhodopsine, ce qui leur permet d'utiliser la lumière solaire pour générer de l'énergie sans avoir besoin de chlorophylle. Le salar d'Atacama est également remarquable pour être un analogue de Mars, en raison de son aridité extrême et de son fort rayonnement ultraviolet, conditions qui auraient pu exister sur la planète rouge par le passé. L'étude des halophiles est non seulement cruciale pour comprendre la biodiversité terrestre, mais aussi pour le développement de nouvelles enzymes et protéines pour la biotechnologie qui fonctionnent dans des conditions de forte salinité et de température, utiles dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique. De plus, leur existence nous fournit des informations précieuses sur la manière dont la vie aurait pu évoluer dans des environnements à forte concentration de sel, offrant des modèles pour la recherche de vie sur d'autres corps célestes avec des lacs salés. Notre sixième point nous plonge dans l'acidité, les environnements acides extrêmes. Un exemple notable est le Rio Tinto en Espagne, une rivière qui coule avec un pH incroyablement bas, souvent entre 2,5 et 0,7, comparable à l'acide d'une batterie de voiture. Cette acidité est due à l'oxydation des sulfures métalliques présents dans les roches du bassin, produit de l'activité minière historique et de l'action de micro-organismes chimiolithotrophes qui oxydent le fer et le soufre. Dans cette rivière d'un rouge intense qui rappelle un paysage martien, la vie foisonne. Les organismes dominants sont les bactéries et archées acidophiles qui non seulement tolèrent mais nécessitent un pH bas pour leur croissance. Elles ont développé des mécanismes uniques pour maintenir le pH interne de leurs cellules dans une plage neutre, malgré l'acidité extrême de l'extérieur. Cela implique souvent des pompes à ions spécialisées qui expulsent les protons et des membranes cellulaires avec des compositions lipidiques particulières qui les rendent imperméables aux acides. Le Rio Tinto abrite une diversité étonnante de micro-organismes adaptés, y compris des espèces des genres Aciditiobacillus et Leptospirillum, qui jouent un rôle crucial dans la biolexiviation des métaux, c'est-à-dire l'extraction des métaux des minerais à l'aide de processus biologiques. Bien qu'il n'y ait pas de poissons dans la rivière, on y trouve des algues et des champignons filamenteux qui forment des tapis microbiens, créant un réseau alimentaire primaire. La recherche sur le Rio Tinto a fourni des connaissances cruciales pour l'astrobiologie, car les conditions environnementales, y compris la minéralogie, l'acidité et la présence d'oxyde de fer, sont similaires à celles que l'on croit avoir existé sur Mars, offrant un analogue terrestre pour l'étude de la vie dans des environnements extraterrestres aux conditions similaires. À l'opposé de l'échelle de pH, le septième environnement extrême est constitué par les environnements alcalins extrêmes. Le lac Natron en Tanzanie en est un exemple frappant, avec un pH pouvant atteindre une valeur de 10,5 et à certains points jusqu'à 12, presque aussi corrosif que l'eau de Javel domestique. Outre son alcalinité, ce lac est hypersalin, avec des températures dépassant souvent les 40 degrés Celsius. Ces conditions sont le résultat de l'évaporation et de l'accumulation de carbonate de sodium et d'autres minéraux alcalins provenant des sources hydrothermales volcaniques. Malgré ce cocktail caustique, le lac Natron est un écosystème vibrant, connu pour ses vastes populations de flamants nains. Ces flamants se nourrissent de cyanobactéries alcalophiles, qui sont les producteurs primaires du lac. Ces cyanobactéries, comme Spirulina platensis, prospèrent dans les eaux alcalines et donnent au lac sa couleur rougeâtre caractéristique. Les micro-organismes alcalophiles ont développé des pompes à ions pour maintenir leur pH interne neutre et des enzymes spécialisées qui fonctionnent de manière optimale dans des environnements alcalins. Étonnamment, certaines espèces de poissons, comme les Alcolapia latilabris, ont également réussi à s'adapter à la vie sur les rives moins extrêmes du lac, bien que leur existence soit un constant défi en raison des fluctuations du pH et de la salinité. La recherche sur le lac Natron et d'autres environnements alcalins extrêmes n'élargit pas seulement notre compréhension de la diversité microbienne, mais offre aussi des enzymes et des molécules avec des implications biotechnologiques, comme la lipase alcaline utilisée dans les détergents. Ces écosystèmes sont une preuve supplémentaire que la vie peut trouver et exploiter des niches dans les conditions les plus impensables en utilisant des stratégies biochimiques et physiologiques qui défient notre conception traditionnelle de ce qui est habitable. Notre huitième point nous confronte à une menace invisible mais mortelle, les zones de haute radiation. L'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986 a créé une zone d'exclusion où les niveaux de radiation sont des milliers de fois supérieurs à la normale. Bien que la vie à grande échelle était initialement décimée, la nature a fait preuve d'une résilience étonnante et la vie microbienne et végétale a commencé à repeupler la zone, s'adaptant à la radiation ionisante.
La créature la plus célèbre dans ce domaine est la bactérie Deinococcus radiodurans, considérée comme l'organisme le plus résistant aux radiations connues sur Terre. Elle peut supporter des doses de radiation gamma 1500 fois supérieures à la dose létale pour un humain, et elle peut réparer son acide désoxyribonucléaire même après qu'il soit fragmenté en des centaines de morceaux. Son secret réside dans un système de réparation de l'acide désoxyribonucléaire incroyablement efficace et dans l'organisation de son génome sous un format toroïde qui facilite cette réparation. À Tchernobyl, des champignons et d'autres micro-organismes ont été découverts qui non seulement survivent aux radiations, mais semblent y prospérer. Certains champignons, connus sous le nom de champignons radiotrophes, semblent même manger les radiations, c'est-à-dire qu'ils utilisent la mélanine pour convertir l'énergie du rayonnement gamma en énergie chimique pour leur croissance, un processus similaire à la photosynthèse, mais utilisant un type d'énergie différent. Cela a ouvert de nouvelles voies de recherche sur la biorestauration des sites contaminés par les radiations et le développement de protecteurs contre celles-ci. Ces exemples démontrent que la vie peut non seulement tolérer, mais même tirer profit de ce qui pour la plupart des espèces est une condamnation à mort, élargissant radicalement notre idée de la manière dont les organismes peuvent obtenir de l'énergie et survivre dans des environnements hostiles. Le 9e environnement extrême nous emmène dans les entrailles de la Terre, les grottes profondes et souterraines. Ces écosystèmes se caractérisent par l'obscurité perpétuelle, une humidité élevée, des températures constantes et souvent un manque de nutriments organiques provenant de la surface. Des lieux comme la grotte de Naïka au Mexique, avec ses cristaux géants de sélénite, ou la grotte de Moville en Roumanie, sont des exemples fascinants de la façon dont la vie peut se développer complètement isolée du monde extérieur. Dans la grotte de Naïka, la température peut atteindre 58 degrés Celsius avec une humidité de 100%, créant une chaleur étouffante. Malgré cela, des bactéries extrémophiles ont été découvertes, se nourrissant des minéraux du gypse et d'autres roches en utilisant la chimiosynthèse. Ces micro-organismes sont la base de la chaîne alimentaire de ce système. La grotte de Moville, elle, est restée scellée pendant 5,5 millions d'années. Son atmosphère est pauvre en oxygène et riche en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. La vie à Moville est totalement indépendante de la lumière du soleil. Son écosystème est basé sur des bactéries chimio-autotrophes qui oxydent les composés de soufre, d'ammonium ou de méthane présents dans l'eau souterraine. Ces bactéries soutiennent une chaîne alimentaire de créatures introuvables ailleurs, notamment des araignées, des mille-pattes, des scorpions d'eau et d'autres invertébrés qui ont évolué sans yeux ni pigmentation. Ces organismes, connus sous le nom de troglophiles ou stygobiontés, démontrent la capacité de la vie à s'adapter à l'absence de lumière, à la rareté des aliments et aux atmosphères toxiques, survivant exclusivement à l'énergie chimique de la Terre. L'étude de ces écosystèmes isolés offre une perspective précieuse sur l'évolution adaptative et la biosphère souterraine de notre planète. Enfin, notre 10e et dernier environnement extrême nous élève vers les hautes montagnes et la stratosphère. Les sommets de l'Himalaya, comme le mont Everest, présentent une combinaison mortelle de basse pression atmosphérique, de températures glaciales, de vents ouragans et d'un rayonnement ultraviolet. À plus de 8000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est un tiers de celle du niveau de la mer, ce qui signifie qu'il y a beaucoup moins d'oxygène disponible pour respirer. Malgré ces conditions, des formes de vie microbiennes ont été trouvées. Sur les plus hauts sommets, des bactéries et des archées adaptés à ces conditions survivent dans les fissures des roches ou dans des petits dépôts d'eau éphémères. Ces micro-organismes sont psychrophiles, capables de prospérer dans le froid extrême et tolèrent également le rayonnement ultraviolet grâce à des pigments protecteurs ou à des mécanismes de réparation de l'acide désoxyribonucléaire efficaces. Des lichens et des mousses ont également été trouvés à des altitudes très élevées, lesquels entrent en état de latence ou d'hibernation pour survivre aux périodes les plus rudes. De plus des montagnes, la vie s'étend jusqu'à la stratosphère, à des altitudes de 30 à 70 km. Des ballons aérostatiques et des avions spécialisés ont collecté des échantillons d'air à ces altitudes, révélant la présence de spores bactériennes et fongiques, ainsi que de virus. Ces particules biologiques sont transportées par les courants d'air et peuvent survivre dans un environnement de basse pression, de températures extrêmement basses et d'une exposition élevée aux radiations ultraviolets. Certaines de ces spores sont extrêmement résistantes et peuvent rester latentes pendant de longues périodes, se réactivant lorsqu'elles trouvent des conditions plus favorables. Leur étude a des implications pour comprendre la dispersion globale des micro-organismes et la panspermie, la théorie selon laquelle la vie pourrait voyager entre les planètes à travers l'espace. Des profondeurs abyssales aux sommets glacés et aux cieux stratosphériques, la vie sur Terre nous a maintes et maintes fois démontré son incroyable ténacité. Ces 10 environnements extrêmes ne sont pas de simples curiosités. Ce sont des laboratoires naturels qui nous poussent à redéfinir notre compréhension de ce qui est possible pour la vie.
Chaque découverte dans ces lieux nous enseigne l'évolution, la biochimie et l'adaptabilité étonnante des organismes. Il nous montre que la vie n'est pas un phénomène fragile qui ne prospère que dans des conditions idéales, mais une force implacable qui se fraye un chemin et s'accroche à l'existence même dans les circonstances les plus difficiles. Les leçons tirées de ces extrémophiles ont des applications en biotechnologie, des nouvelles enzymes pour l'industrie, aux protections solaires naturelles et aux solutions de biorestauration. De plus, elles sont fondamentales pour l'astrobiologie, guidant notre recherche de vie extraterrestre dans des environnements qui, à première vue, sembleraient impossibles à habiter. L'existence de ces formes de vie extrêmes nous oblige à reconsidérer ce que signifie être vivant et l'étendue des frontières de la biologie. Elle nous inspire à regarder au-delà de l'évidence, à approfondir ce que nous croyons savoir et à nous demander quelles autres merveilles notre propre planète ou les mondes au-delà cachent encore. Et toi, explorateur, lequel de ces environnements te semble le plus étonnant? Y a-t-il un autre lieu extrême que la vie pourrait, selon toi, dominer? Nous voulons lire tes pensées et théories. Laisse un commentaire, aime cette vidéo si la résilience de la vie t'a autant marqué que nous, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions aux mystères les plus profonds de l'univers et partage cette vidéo avec d'autres explorateurs curieux. À la prochaine aventure!